s'emploie à moderniser sa police et redorer l'image des agents auprès de la population. Il a tellement rendu sympathique la préfecture de police et ses fonctionnaires qu'on a l'impression que les malfaiteurs ne redoutent plus cette police débonnaire. Tous les jours, dans la grande presse, on relate les exploits de ces chourineurs, de ces macros, de ces proxénètes, de ces gens qui se battent au couteau jusque sur la place de la Bastille, et cela fait désordre. Alors que le préfet est de plus en plus critiqué sur le thème de la sécurité, un événement majeur va finir de le discréditer. La bande à Bonneau, qu'on appelle au départ les bandits en automobile, invente quelque chose de tout à fait nouveau, le hold-up. Puisque c'est rue Ordeneur que pour la première fois, on attaque une agence bancaire, en fait un garçon de recette qui se présente à une agence bancaire avec une sacoche pleine d'argent et qu'on s'enfuit en automobile en tirant des coups de feu pour affoler la population. À l'époque, la police n'a que quelques voitures et elles ne servent pas pour des poursuites. Donc là, ce sont les malfrats qui ont un temps d'avance sur la police. C'est une révolution dans le crime, c'est une révolution dans l'art de voler. Et la police va mettre du temps à suivre cela. Pour la préfecture de police, la bande à Bonneau, c'est une claque. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les policiers ne sont pas armés. C'est-à-dire que les sergents de ville, les agents de police ont une baïonnette et leur bâton blanc, et les inspecteurs, eux, ont leur bonne volonté et leur poing. Donc là, on arme la police parisienne, les inspecteurs, on leur fournit des voitures, on commence à mettre des moyens pour traquer les bandits en auto. De plus, il y a la concurrence des brigades mobiles, les fameuses brigades du Tigre, qui se fait de plus en plus sentir. Donc la préfecture de police doit réagir. Si les membres de la bande à Bonneau ont été punis si durement, puisque Bonneau et plusieurs autres n'ont jamais été arrêtés, on a fait en sorte qu'ils soient abattus au cours d'opérations qui ont été des massacres, avec véritablement des fusillades, comme des scènes de guerre en fait. C'est aussi pour ne pas leur donner peut-être une tribune au cours d'un éventuel procès, et pour leur faire payer cette humiliation suprême des forces de police parisiennes qui se sont trouvées surclassées par des moyens plus modernes. Cette histoire est une véritable révolution pour le 36 quai des Orfèvres. Louis Lépine engage sa dernière grande mesure. Il crée la brigade criminelle. Mais c'est un baroud d'honneur. Son grand rival, le chef de la Sûreté Générale, s'appelle Célestin Aignon. Il est très estimé de Clémenceau, alors président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Célestin Aignon lui a conseillé de créer les fameuses brigades du Tigre, ancêtres de la police judiciaire qui circule dans toute la France. Il est donc l'homme de la situation pour redresser la police parisienne. En 1913, il remplace Louis Lépine. Aignon est surnommé l'apôtre du modernisme. C'est lui qui structure le 36 tel qu'on le connaît aujourd'hui, en créant la direction de la police judiciaire parisienne. L'institution devient l'autorité hiérarchique des plus aguerris limiers de France. Des policiers au service des brigades centrales, souvent mise en avant par la plus prestigieuse d'entre elles, la brigade criminelle. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant longtemps, on ne choisissait pas la criminelle, on était choisi par la criminelle. C'était un repérage d'un policier qui, sur une affaire en province, s'était montré particulièrement doué. Je suis un des seigneurs du 36, appellation d'origine contrôlée, je le revendique. Un seigneur comme les autres qui s'est trompé, a gagné, a perdu, mais qui peut se regarder dans la glace sans baisser les yeux. Parce qu'être à la crime, ce n'est pas regarder les autres de haut, c'est devoir être le meilleur, se défoncer, vivre pour cette brigade, tout ce qu'elle représente, être digne de son passé. Il y a une question de disponibilité et d'investissement dans son métier qu'on retrouve quand même dans peu d'endroits. Le métier est rude et c'est vrai qu'on a beaucoup de collaborateurs qui divorcent. Voilà. C'est toujours une grande tristesse parce qu'on sent bien que le poids du métier y est pour quelque chose,
pour quelque chose. On est là dans des questions de vie privée, mais on sent bien que le manque de disponibilité à la vie de famille a pu à un moment donné impacter les difficultés d'un couple ou voilà, les difficultés relationnelles. C'est très difficile. Il y a des gens qui arrivent à faire abstraction quand ils quittent leur travail, ils rentrent chez eux, bon ça y est, ils ont fermé la porte du bureau et ils ont laissé les problèmes à l'intérieur de leur bureau. Moi je sais que je n'ai jamais vraiment pu et je pense que c'est difficile à faire pour un policier, notamment un policier à la brigade criminelle, parce que vous prenez une affaire, vous échafaudez des hypothèses, vous avez des pistes, vous les vérifiez, etc. 19h arrive, vous ne faites pas abstraction de tout. C'est difficile parce que vous êtes rattrapé par le téléphone, vous êtes rattrapé dans une promenade personnelle par un véhicule qui vous rappelle un truc dans une affaire. Vous êtes rattrapé par les cadavres et par les auteurs. Quand il y en a un qui chancelle, le groupe se soude autour de lui et l'aide. Si c'est une maladie, si c'est un moment difficile qu'il connaît au cours de son existence, on est là, on l'épaule, on fait tout pour le soutenir ou soutenir sa famille. C'est une direction où on est peu nombreux, on est 2300 de policiers, donc on se connaît tous. Et quel que soit l'endroit où vous travaillez toujours à peu près avec les mêmes policiers et les mêmes collègues. Il y a une fidélité aussi dans cette maison. Donc on se connaît pour certains depuis plus de 30 ans. Donc ça crée des liens, ce sont comme un peu des frères et sœurs de profession. On a cette réputation de super flic parce que, en règle générale, on peut dire que vous avez un meurtre avec l'auteur identifié et interpellé, ça reste au commissariat local. Vous avez un meurtre avec un auteur identifié mais en fuite, ça va rester à la division de police judiciaire ou au district de police judiciaire. Et vous avez au départ aucun rapport entre la victime et l'auteur du meurtre, et là c'est confié à la brigade criminelle. Et les policiers qui s'en chargent, eh bien, ils ont acquis, au fur et à mesure de leur saisine, des compétences professionnelles qui fait que, eh bien, ils font partie effectivement des meilleurs policiers français. Un policier me faisait une réflexion il y a quelques années. Il me disait 1 an au 36 quai des Orfèvres, c'est 5 ans en province. Ce sont donc les objets que j'ai connus au début de ma carrière. La machine à écrire Olympia, qui nous a beaucoup fait souffrir au début. Ensuite, l'appareil qui servait à écouter les conversations. On utilisait des cassettes audio qu'il fallait retourner, qu'il fallait remplacer, qu'il fallait numéroter, qu'on mettait dans des sacs immenses de scellés avec un système d'avance-recul. L'alligator est là pour me rappeler à moi-même et aux autres qu'il ne faut pas être une grande gueule avec des petits bras. Oui, la salle. Là, donc, il y a l'état-major de la police judiciaire, de la direction de la police judiciaire, qui vient de nous appeler. Il y a un corps qui a été découvert au bois de Boulogne et le substitut qui se déplace demande un observateur de la brigade criminelle. D'accord. Nous vivons tellement de choses qui sont stressantes qu'il faut prendre mon exemple comme lorsque vous préparez un plat en cuisine. Prenez une sauteuse et lorsque vous commencez à voir le couvercle qui commence à bouger parce que ça va fumer, il faut aérer. Et pour aérer notre esprit à nous, de fonctionnaires qui vivons dans des circonstances et des affaires qui ne nous font pas toujours voir la vie en rose, eh ben, on crée une ambiance et de ce fait, on est assez camarades aimables, on se lance des vannes, des pics, etc. Ça n'a rien de méchant. C'est une façon de déstresser. L'histoire du 36 se confond avec celle du banditisme. Dans les années 20, la brigade des mœurs gonfle ses effectifs pour s'adapter à une nouvelle criminalité. Elle s'organise désormais autour des jeux, de la prostitution et des stupéfiants. Pendant 40 ans,
Les Corses vont avoir la main sur ce milieu. Et là, on va changer de siècle. Hein. On va changer de siècle pour le banditisme. On va passer du voyou à casquette avec la large ceinture rouge des années 1910-1913 au voyou à l'américaine avec le borsalino sur le coin de l'œil, les cravates voyantes, l'épingle de cravate avec le diamant, les bagues. C'est Scarface. C'est le Scarface de 1932 qui s'invite dans le paysage parisien. Et donc c'est le milieu corse qui commence à mettre son emprise en commençant par les filles. C'est-à-dire qu'on ne contrôle plus simplement 2-3 filles dans la rue, on contrôle un quartier. C'est ce qui va entraîner des guerres, des règlements de compte. En 1930, un commissaire qui pendant 30 ans a grimpé avec patience tous les échelons du 36 un à un est nommé patron de la brigade criminelle. Ce commissaire deviendra le premier grand flic médiatique de l'histoire du 36. C'est Simenon qui a créé, avec le commissaire Maigret, ce mythe du 36. On convie Simenon à visiter le 36 et Guichard, un peu avec malice, lui dit « Je vais vous faire rencontrer le vrai commissaire Maigret ». Et il lui fait rencontrer un commissaire qui s'appelle Marcel Guillaume, que Simenon va lui-même dépeindre comme étant son Maigret en chair et en os. Il y a une spécificité à la crime qui est le coup de la moquette. Le coup de la moquette, c'est emmener un suspect qui a été déjà interrogé dans le bureau du patron, le fameux bureau 315, sur une Maigret. Il faut savoir une chose, c'est que c'est le seul bureau moqueté de l'étage, voire même du 36. Et ensuite, on espère que la personnalité du patron, le décorum et la science de l'interrogatoire va faire que tout cela conjugué, ça va faire craquer le prévenu.